j'ai le plaisir d'accueillir donc Justine Pagan, responsable maternité et sage-femme, coordinatrice à l'hôpital privé d'Ambérieu, Elsanne, ainsi que Magali Tollet, auxiliaire de puériculture et référente maternitime, un propos qui va nous occuper en grande partie, si j'ai bien compris, puisqu'il est question, c'est la thématique de cette deuxième conférence, de l'accompagnement des parents par la maternité, puisque lorsque l'enfant paraît, comme dirait l'autre, beaucoup de questions se posent. Voilà. Alors, qui souhaite commencer sur cette thématique? Moi, je vais commencer déjà par introduire un petit peu le parcours maternity, mais présenter surtout la maternité. Donc, du coup, la maternité de l'hôpital privé d'Ambérieu est une maternité de niveau 1. C'est une maternité de proximité qui est vraiment dédiée à l'accueil des patientes à partir de 36 semaines d'aménorrhée. Parce qu'en France, en fait, les maternités sont classées en différents niveaux. Le niveau 1 pour les grossesses physiologiques, le niveau 2 pour les grossesses pathologiques et les niveaux 3 pour les patientes et les bébés qui naissent, qui sont avec des pathologies ou qui naissent très prématurés. Donc nous, on est une maternité de niveau 1 vraiment dédiée à la grossesse physiologique. Les maternités en France sont organisées en réseau. En fait, on travaille tout en collaboration au travers de réseaux périnatales. Et nous, à ce titre, on appartient au réseau de périnatalité Aurore. Et donc, on travaille tous avec les mêmes protocoles médicaux. Et le réseau Aurore est un des seuls réseaux en France à proposer également une cellule de transfert, donc qui nous permet d'adresser nos bébés dans les différentes maternités du réseau Aurore. Et donc ça, c'est très précieux pour nous pour pouvoir travailler au quotidien. La maternité en elle-même, elle est composée de 15 lits. On a 11 chambres individuelles, donc on a une majorité de chambres seules pour pouvoir vraiment proposer un accueil individuel aux parents. On a 3 salles d'accouchement, des salles de naissance qui sont classiques, et on a également une salle pour les accouchements pour les accouchements physiologiques, donc qui est équipée un petit peu différemment avec une baignoire, une banquette d'accouchement, des lianes. On a des ballons, plein de matériel pour vraiment dédié à l'accouchement physio. On a à côté de ça une salle d'admission pour les consultations et on a tout un espace de réanimation bébé parce que malgré tout, il nous faut quand même du matériel et des lieux dédiés à la réanimation néonatale. Et à côté de ça, on a également une salle de césarienne qui est contiguë en fait, à notre bloc d'accouchement et qui est dans le bloc opératoire général. Ensuite, je vais vous présenter quelques chiffres clés de la maternité. Alors, dans notre équipe, on a 4 obstétriciens. On a un pédiatre, on est à peu près 13 sages-femmes, 13 auxiliaires. Il y a toujours 2 sages-femmes jour et nuit et 2 auxiliaires jour et nuit en poste. On a également une équipe de 5 anesthésistes qui sont sur place 24 heures sur 24. Et en plus de cette équipe médicale, on a donc une psychologue, une diététicienne, une assistante sociale et un cabinet de kiné qui intervient également au sein de la maternité. Dans nos locaux, on accueille également 2 sages-femmes libérales qui ont leur cabinet donc juste à côté de la maternité pour assurer les consultations de suivi de grossesse également. Et donc, on assure les soins 24 heures sur 24 grâce à l'astreinte médicale. Quelques indicateurs. Donc, en 2022, on a fait 721 naissances. On a des statistiques qui sont relativement proches des moyennes nationales, avec par contre des taux de déclenchement qui sont inférieurs, qui sont quand même relativement bons sur le taux de déclenchement, le taux de péridurale, le taux d'allaitement maternel. Donc ça, c'est des indicateurs qu'on suit mensuellement et qui sont très importants pour nous au quotidien pour pouvoir travailler. On recueille la satisfaction de nos patientes à travers donc, des questionnaires de satisfaction à la sortie, mais également avec les questionnaires ISATIS, donc, que les patientes reçoivent 15 jours après. Et on participe également à des études en fait, sur le vécu de l'accouchement des patientes a posteriori. Permettez-moi une question. Il y a quelques données qui se démarquent très nettement des données nationales. Oui. Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous l'expliquez? Et si oui, comment? Alors, on a par exemple le taux d'extraction instrumentale, il est à la moyenne nationale par exemple. Le taux de déclenchement, effectivement, il est bien en dessous de la moyenne nationale. On est une maternité de niveau 1, donc en fait, on ne prend en charge que les grossesses physiologiques.
Et dans les maternités de niveau 2 et niveau 3, en fait, on est un peu plus amené à gérer de la pathologie. On est souvent amené à un peu plus déclencher sur indication médicale, chose que nous n'avons pas, premièrement. Et deuxièmement, c'est vrai qu'il y a souvent quand même de temps en temps des déclenchements de convenance. Et c'est vrai que nous, en général, on n'en fait pas. On essaye de pas trop en faire parce que un déclenchement reste quand même toujours à risque. Donc on évite, si c'est pas indiqué, on évite de déclencher. Voilà. Le parcours des patientes, en fait, au sein de notre maternité, ça va être une continuité finalement avec la médecine de ville, avec le suivi en ville. Déjà, nos patientes, elles peuvent s'inscrire dès qu'elles sont enceintes. Donc, elles peuvent le faire dès la déclaration de grossesse, donc à partir du 3e mois, comme on a vu juste avant. Elles peuvent le faire sur le site internet de la maternité ou par téléphone, avec un numéro dédié à leur inscription. Elles font leur préadmission donc, au sein de l'établissement vers 34-35 semaines, à l'issue de la consultation d'anesthésie qui est obligatoire pour pouvoir accoucher. Et elles ont chez nous leurs 3 dernières visites, donc le 7e, le 8e et le 9e mois. Elles ont ces visites-là au sein de la maternité pour qu'on puisse ouvrir un dossier, voir s'il n'y a pas de contre-indication à un accouchement au niveau 1, voir si tout se présente bien finalement pour l'accouchement. Elles peuvent faire cette consultation soit avec un de nos gynécologues, soit avec les sages-femmes libérales qui consultent au sein de la maternité. On propose également les sages-femmes libérales de la maternité proposent l'entretien prénatal précoce et l'entretien postnatal précoce. Donc ça, c'est des entretiens qui sont devenus obligatoires déjà depuis plusieurs années et qu'on essaye vraiment de développer. C'est un moment dédié en anténatal au diagnostic des vulnérabilités, des fragilités. Et en postnatal, vraiment, l'objectif, c'est vraiment de dépister une dépression du postpartum, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est quand même très fréquent en postpartum et malheureusement, le suicide reste une cause importante de mortalité en périnatalité. Et c'est vraiment un enjeu de santé publique de pouvoir accompagner ces patientes en postnatal. En prénatal, on propose, après c'est Magali qui va prendre le relais, mais on propose la visite de la maternité. Donc c'est sur rendez-vous, c'est des rendez-vous qui sont individuels, on va en reparler un petit peu après. On propose également en prénatal plein d'ateliers pour les parents, donc on essaye vraiment d'accompagner, de préparer les parents à l'allaitement maternel, qui est aussi primordial pour la maman, pour le bébé. C'est vraiment des enjeux de santé publique aussi forts à accompagner. On propose des ateliers santé environnementale. Donc, l'équipe s'est formée à la santé environnementale et propose du coup des ateliers à ce titre. Tous les mois, on fait des ateliers portage pour pouvoir apprendre à nouer une écharpe de portage. Et on est encore en train de développer d'autres projets parce qu'on a toujours plein d'idées. Et on aimerait pouvoir développer des ateliers en anténatal pour aider à devenir parent, comment on change un bébé, comment on porte un bébé, parce que des fois, il y a des papas ou des mamans qui ne se sentent pas forcément très à l'aise. Voilà, pouvoir les accompagner un petit peu avant. On organise l'organisation de la sortie. Alors, on a été effectivement pendant plusieurs années en lien avec le Prado. Maintenant, le Prado n'intervient plus dans les maternités, mais continue quand même d'exister au sein de la CPAM. Et nous, on organise vraiment les sorties donc au plus proche avec les professionnels de ville, parce qu'on a des sages-femmes de PMI qui passent 2 fois par semaine à la maternité. Elles rencontrent toutes les patientes pour proposer leurs services. Et en plus, donc les patientes, bien souvent, elles ont quand même une sage-femme libérale qu'elles ont recontactée le jour ou le lendemain de leur accouchement pour pouvoir organiser leur sortie. Donc il y a vraiment une continuité en fait entre l'anténatal, le séjour à la maternité et le postnatal. Ensuite, alors, si on pouvait juste passer, voilà. Maintenant, ça va être à Magali qui va vous présenter donc le programme Maternity Team. Le programme Maternity Team, c'est un programme qui est unique en France, qui a été développé par les maternités Elsan. Et nous, il est en place depuis 1 an maintenant. Et Magali va vous le présenter parce que c'est elle qui porte en partie le projet. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis Magali Tollet, j'exerce en tant qu'auxiliaire de puériculture depuis 20 ans dans les maternités de niveau 1. Je travaille sur l'hôpital d'Ambérieu depuis plus de 4 ans et j'ai pris en plus des gardes d'auxiliaire le poste de référente depuis à peu près 18 mois.
Donc, comme vient de le dire Justine, effectivement, c'est un programme qui dépend essentiellement d'Elsan. Donc, le groupe Elsan compte 29 maternités en France, ce qui représente en moyenne 40 000 naissances par an. Et toutes ces maternités ont développé ou sont en train de développer le poste de référente maternité. Pour parler un petit peu de l'historique du programme, en fait, il est né d'un besoin des familles qui a été révélé à travers plusieurs enquêtes, notamment une première enquête IFOP en 2013, où les parents ont traduit un réel désir d'un besoin d'accompagnement et de réassurance dès les premiers mois de grossesse. Une deuxième enquête Danone et Ipsos en 2016 a été faite et elle est venue conforter ce projet avec le projet national des 1000 premiers jours. Voilà, ça conforte effectivement la nécessité de ce programme. On a la chance d'être maternité pilote sur la maternité d'Amberieu, maternité pilote sur le projet national des 1000 premiers jours, c'est-à-dire qu'on offre aux mamans un sac dédié aux 1000 premiers jours, où plusieurs choses leur sont offertes à l'intérieur, ce qui nous permet de faire beaucoup de prévention, notamment sur la dépression du postpartum, la mort subite du nouveau-né. Enfin voilà, il y a plein de choses dedans et ça nous permet d'ouvrir ce sujet-là avec les mamans. Au niveau alors, de mon poste en lui-même, hein, le poste de maternité-team, de référente maternité-team, mes différentes missions, c'est avant tout d'être un soutien et un point d'ancrage pour les parents dès le début du parcours en maternité. Je leur présente, je leur fais visiter la maternité, on parle un petit peu de l'organisation et de leur futur séjour avec nous, et je les réoriente si je sens un problème ou quoi, je réoriente vers le professionnel de santé si besoin. Les parents ont connaissance de ce programme par plusieurs biais. Le premier, c'est grâce à l'équipe médicale de l'hôpital, les gynécologues obstétriciens, les secrétaires des gynécologues, les sages-femmes, l'accueil, bien entendu. Grâce au site internet de l'hôpital également, les réseaux sociaux, les professions libérales de la ville, toutes les sages-femmes libérales, tous les cabinets de sages-femmes libérales aux alentours, la PMI, bien entendu, et de plus en plus grâce au bouche à oreille, effectivement aussi. Avant le séjour, une fois que le contact est établi, je leur propose un rendez-vous en individuel où nous parlons de cette grossesse et du parcours de maternité. Je leur remets différents documents, notamment le livret d'accueil de la maternité où ils retrouvent plein d'infos. Je leur propose de venir à tous les ateliers anténatales dont Justine a parlé juste avant. On parle également des différentes offres hôtelières. On parle de leur remboursement des mutuelles et on termine par la visite de la maternité. S'il y a des questions médicales, de nouveau, je réoriente vers le professionnel concerné. Moi, je reste bien entendu disponible pour eux tout au long de la grossesse, par téléphone, par mail, où je les reçois de nouveau en rendez-vous si besoin. Je participe également aux différents ateliers que la maternité a mis en place. Voilà, et j'invite fortement les mamans à venir nous rejoindre sur ces ateliers qui, pour l'instant, sont tous gratuits. Voilà, et c'est une chance parce que ça complète un petit peu toute la préparation à la naissance qu'elles peuvent faire avec leur sage-femme libérale. Pardonnez-moi. Dites-moi. Tout ce que vous mettez en place induit qu'il y a quand même une certaine appréhension, un certain stress de la mère, des parents, plus globalement. Et c'est ça qui a poussé à la création de ce dispositif, en fait. Exactement. Vous, professionnels de la maternité, j'allais dire, vous étiez rendu compte depuis longtemps que, peut-être même depuis des décennies, peut-être depuis toujours d'ailleurs, que l'appréhension de la maternité était quelque chose de général, d'assez commun, en fait. Voilà. Comment ça se manifeste, en fait? En fait, ce qui revient souvent, c'est à la fin de la visite, voilà, quand on a pris le temps de discuter, c'est des rendez-vous qui durent à peu près entre 45 minutes à 1 heure, voire des fois un peu plus quand les mamans sont... Des fois, ça dépasse. Hein. Oui, des fois, ça dépasse. Quand les mamans sont angoissées ou ont beaucoup de questions, on peut dépasser facilement, mais souvent, je prends un créneau d'1 heure. Ce qui en ressort, c'est vraiment quand je les raccompagne, parce que je les raccompagne vraiment jusqu'à l'entrée de la maternité, où je leur montre même l'entrée de nuit. Donc, ils ont vraiment tout le parcours et tout le trajet, voilà, de jour comme de nuit qu'ils peuvent faire. Je sens les épaules, c'est bon, je sais où il va falloir que je passe, comment, et vraiment, c'est ce qu'ils me disent en partant, c'est super parce que vraiment, on n'est plus angoissé de venir, on sait où il va falloir qu'on aille, par où il va falloir qu'on passe, les gens qu'on va rencontrer, leurs fonctions, et vraiment, c'est très, très désangoissant pour les futurs parents et les futurs papas aussi. C'est des peurs assez basiques, finalement. Oui. C'est le jour J, où vais-je devoir aller ? À qui vais-je avoir affaire? Exactement. C'est des choses très simples. Ouais. C'est principalement pour ça que les papas viennent, c'est pour repérer le chemin. Ils viennent tous très intéressés pour le chemin de nuit. Le chemin de nuit, où est-ce que je me gare? C'est des choses très terre à terre, mais qui sont très anxiogènes finalement. Exactement. Pour les parents.
Et puis au-delà de ça, effectivement, en fait, il y a quand même beaucoup d'interrogations pendant la grossesse sur ce parcours. C'est quand même très abstrait, on ne sait pas trop par quel bout accrocher. Et finalement, le poste de Magali, il est primordial parce que il va répondre à toutes les interrogations que le professionnel de santé n'a pas forcément le temps d'expliquer, les démarches administratives, les démarches auprès de la CPAM par exemple, de la CAF, des choses comme ça, des choses très basiques. Et c'est vrai que ça dégage du temps soignant, c'est ça qui est hyper important. Et en fait, elle reste un interlocuteur privilégié pendant toute la grossesse pour toutes ces questions-là, en fait. Vous pratiquez depuis 20 ans. Alors, est-ce que vous avez vu les craintes, les peurs, les angoisses évoluer? Est-ce qu'il y en a davantage aujourd'hui? Parce que peut-être que les parents ont davantage la conscience des risques, on est plus informés. Donc, est-ce que vous avez vu cette évolution dans l'esprit des mères et des futures mères, futurs pères? En 20 ans, on a vu l'évolution. Je pense qu'il y a 20 ans, on se posait peut-être moins de questions. Moi, j'ai des enfants qui sont un peu plus, qui sont grands aussi, donc je posais peut-être moins de questions. Maintenant, les gens, ils sont très, très demandeurs sur comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Il y a quelque chose qui se développe beaucoup, ce qu'on appelle le projet de naissance, quelque chose qu'on ne parlait pas du tout il y a des années. Maintenant, les gens ont besoin d'une ligne un petit peu directrice pour voir où, voilà, on aimerait ça. Avant, souvent, je pense qu'on se laissait un petit peu guider, et maintenant, ils veulent quand même être acteurs de leur séjour en maternité. Les papas sont très, très présents. Nous, ils ont la chance de pouvoir dormir à la maternité s'ils le souhaitent dans les chambres individuelles. Et on en a de plus en plus qui restent, qui dorment et qui sont très, très présents. Et je pense que ça, c'est quelque chose que... moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, il n'y avait pas. Les papas venaient la journée, repartaient le soir. Mais ils sont de plus en plus présents et demandeurs d'être acteurs de leur accouchement, de leur séjour en maternité. La venue au monde est une affaire de plus en plus sérieuse. Et à 60 ans, on n'était pas là-dedans. On accouchait à domicile et on ne se posait pas tant de questions. Parfois, au dernier moment, on savait que ça allait venir. L'évolution, on devait dire 50 ans, est colossale en fait. Voilà. Je pense que c'est important que les femmes puissent être actrices de leur grossesse, de pouvoir les engager sur ce parcours et qu'elles puissent décider pour elles, pour leur enfant, que le couple puisse décider ce qu'ils veulent. Ça, c'est vraiment... nous, on a un rôle de conseil uniquement. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir les sensibiliser à ça et puis qu'ils puissent se saisir de ce sujet-là. Et c'est vrai que nous, c'est ce qu'on encourage et qu'elles puissent effectivement décider, qu'elles puissent faire leur choix avec toutes les infos qu'on peut leur donner, mais que ce soit un choix éclairé. Ça, c'est notre rôle de professionnel de santé. Je pose encore une question et je vous laisserai suivre votre propos. Mais les interrogations qu'elles expriment, elles sont vis-à-vis d'elles-mêmes ou vis-à-vis de leur enfant à naître. Et elles sont c'est purement logistique en fait, où on est déjà dans quelles conditions de naissance aura mon enfant. Vous voyez ce que je veux dire? L'état de grossesse, c'est un état très particulier sur le point de vue psychique. Il y a un bouleversement hormonal, psychologique. Je ne peux vous croire que voilà. sur parole. Et c'est vrai qu'en fait, il y a des questions... Il y a des questions purement logistiques, clairement. Il y a des questions de crainte pour la santé de son enfant, pour sa santé, pour son couple. Et il y a des questions psychologiques. Ça fait ressortir des fois des traumas passés, des problématiques et c'est vrai que c'est un moment clé pour pouvoir sensibiliser les femmes à la santé, les accompagner sur des choses qu'elles n'ont pas pu prendre en charge avant. Et c'est vrai que c'est un moment hyper important. Et alors effectivement, il y a des préoccupations de tout ordre, parce qu'en fait, c'est un tel bouleversement, devenir parent. C'est un moment, si ce n'est le moment le plus important dans la vie d'un homme et d'une femme, moi à mon sens. Et du coup, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bouleversements et beaucoup de questionnements, mais de tout ordre. Voilà. J'ai plus de questions, je vous laisse continuer. Merci.
Donc effectivement, ça c'était voilà, tout ce que je peux leur apporter avant leur séjour en maternité. Pendant le séjour en maternité, en fait, je retourne voir les jeunes parents que j'ai rencontrés en chambre, voilà, pour avoir un petit peu leur retour sur leur vécu de l'accouchement, comment se passe également leur séjour. J'installe également les offres hôtelières qu'ils ont pu choisir au moment de la préadmission, et je peux faire office de médiateur aussi en cas de mécontentement des parents. Après le séjour, finalement, je reprends contact quand même avec eux, une fois qu'ils sont rentrés à la maison, soit par téléphone, soit par email, entre une dizaine de jours en moyenne après qu'ils soient rentrés, pour de nouveau faire un retour sur le séjour en maternité, et puis surtout savoir comment se passe cette nouvelle vie à la maison avec bébé, parce que voilà, quand c'est surtout un premier enfant, même un deuxième et un troisième, c'est quand même important de savoir un petit peu comment ça se passe à la maison. Ils ont les sages-femmes libérales qui passent, la PMI, mais ils aiment bien ce petit coup de fil ou ce petit mail pour... voilà. La maternité pense encore à eux, même après qu'ils soient partis. Et c'est quelque chose de très apprécié. Vous venez de soulever un point, évidemment, que je n'avais pas forcément en tête, mais l'angoisse avant le premier enfant n'est évidemment pas la même que l'angoisse qu'on connaît avant le deuxième ou le troisième. Il y en a d'autres, sans doute. Oui. Elles sont différentes. Oui, elles sont différentes. Ah, c'est différent, oui. Ah oui. Par exemple, pour le troisième, par exemple, ou le deuxième. On est toutes les deux mamans de alors, 3 oui, enfants. on est toutes les deux. Alors, chaque personne à est vous de voir différente. si c'est la professionnelle ou la mère qui parle. À vous de voir. C'est peut-être plus les mamans qui vont parler là, mais c'est vrai que le premier, c'est un saut dans l'inconnu, les nuits blanches, voilà, le fait de moins dormir la nuit, le rythme d'un nouveau-né, c'est quelque chose d'inconnu. Le deuxième, déjà, on est un peu plus armé, mais il faut gérer le premier. Et le troisième, c'est une impro quotidienne. Il suit. Tout, voilà. Oui. Donc voilà, lors de ces appels ou ces emails, je peux être amenée à déceler d'éventuels signes de vulnérabilité. Voilà, je peux être un point de départ pour une prise en charge. Si je sens une maman pas bien au téléphone, j'hésite pas à relayer. Bien entendu, je pose aucun diagnostic, hein, mais voilà, je peux rediriger vers un professionnel de santé, notamment vers la PMI ou vers leur sage-femme libérale. Si vraiment on sent quelque chose pas bien, on se remet en relation, et voilà, en leur disant voilà, peut-être attention, j'ai pas senti la maman bien, et ça leur permet de peut-être retourner la voir et reprendre contact avec. Ça permet aussi les services de la PMI, ça permet en plus de pouvoir mettre en place des aides à domicile quand c'est un troisième enfant, on est débordé. Et en fait, c'est vraiment un travail en réseau. La sage-femme libérale va s'assurer que tout va bien sur le plan médical, va accompagner, va mettre en lien avec une psychologue. Et la sage-femme de PMI, les puéricultrices de PMI vont accompagner à domicile pour les soins du nouveau-né et éventuellement mettre en place des TISF qui vont pouvoir intervenir à la maison pour aider sur le ménage, le linge, pour soulager un petit peu la maman. Et ça, c'est vraiment une continuité en fait, qui est hyper importante pour les jeunes parents. C'est que il ne faut pas les lâcher en fait, après la maternité. Il faut que ça continue parce que c'est là où on se rend compte qu'elles sont souvent en difficulté dans le postpartum, et il faut qu'on puisse faire ce travail-là. On y reviendra à la fin, parce que là, vous avez fait une remarque tout à l'heure que j'ai trouvée assez hallucinante. Voilà, ça c'est au niveau de mes missions. Le programme Maternity Team, c'est également une application de grossesse qui a aussi été développée développée par Elsan. Elle est totalement gratuite et elle offre un panel de possibilités pour les parents. Prise de rendez-vous en ligne, inscription aux ateliers, calendrier de grossesse, bons plans, conseils. Elle est vraiment très très bien faite et très appréciée. Je crois qu'elle est très très bien notée sur les applis de grossesse. Il me semble qu'elle est même deuxième maintenant des applis de grossesse. Oui. Donc vraiment, c'est un super outil. Depuis sa création, il y a eu à peu près 2000 téléchargements pour l'hôpital d'Ambérieu en Bugey. On a vraiment des retours très très positifs des parents, qui permet vraiment un suivi global, très intuitif. Nous avons des jeunes parents maintenant qui sont très... Ils connaissent bien ça maintenant. Voilà, ils connaissent bien ça, mieux que nous des fois. Et voilà, les onglets sont vraiment très intuitifs, c'est très très pratique, les checklists, les choses comme ça sont très très appréciées des jeunes parents. Voilà pour ma partie. On respecte le timing. On est dans le timing, c'est parfait. Bon, pardon, je vais prononcer un mot qui n'est pas super, parce que là, on est dans quelque chose d'heureux. Vous avez évoqué le suicide tout à l'heure. Oui. Pardon pour les professionnels, les gens qui connaissent tout ça, hein, mais j'étais assez marqué par... Je ne pensais pas entendre ce mot là, sur scène, à ce moment-là.
Ouais. J'ai l'impression c'est quand la même que deuxième c'est cause. une tendance qui a tendance à... C'est une des premières grimper. causes Une des premières causes. de Ouais, ça, c'est- mortalité vous le en disiez. périnatalité. Vous le disiez. Voilà, effectivement, moi, en tant que sage-femme, c'est un chiffre, quand j'en ai pris connaissance, ça m'a glacée. Et on se dit, il faut vraiment accompagner ces mamans du mieux qu'on peut en postpartum, parce que on fait beaucoup de choses pendant la grossesse, on les surveille comme le lait sur le feu, des monitorings, des examens médicaux, des échographies. Et en fait, après, il y a peu de choses. Et c'est un peu elles font un saut dans l'inconnu avec, alors certes, des sages-femmes libérales qui vont passer, et heureusement, mais il faut arriver vraiment à un étayage très fort autour d'elles après, et longtemps après. Il ne faut pas ajouter du vide à l'inconnu, en fait. C'est ça le sujet. Parce qu'elles sont dans l'inconnu. Elles sont dans l'inconnu, et en puis plus, du jour au lendemain, voilà. elles se retrouvent quasiment seules alors qu'elles étaient très Oui. entourées. En tout cas, si on ne fait rien. Elles ont quand même des visites de professionnels de santé, mais des fois, et c'est en ça que l'entretien postnatal précoce, il est important, parce qu'il va permettre de dépister ces signes de dépression. C'est un examen qui dure, c'est un entretien qui dure plus d'1 heure, et qui va permettre la réorientation de la patiente et son inscription dans un parcours pour pouvoir l'accompagner s'il y a une dépression du postpartum qui est dépistée. Donc ça, c'est Est-ce qu'il y a une tendance à primordial. la hausse du phénomène, enfin pour dire très clairement, du nombre de suicides postpartum, à votre connaissance? Alors oui, sur les dernières années, oui, parce qu'elle est passée sur une des premières causes de mortalité, oui. Je suis sans voix. Je propose à la salle de prendre la parole si certains d'entre vous le souhaitent. On n'avait pas fini le pourpoint. Vous n'aviez pas fini, mais non, pardon. on n'avait pas fini. Eh bien, la salle attendra un peu. Encore un petit peu. Non, on va essayer de passer Je vous en rapidement. prie, Il y a faites. peut-être des choses qu'on va pouvoir Excusez-moi. alléger sur. Là, je voulais vous parler un petit peu du suivi qu'on propose. Alors, nous, on travaille essentiellement en collaboration avec les obstétriciens et les sages-femmes. Donc, comme vous l'avez compris, en général, elles sont suivies en début de grossesse par les sages-femmes de ville ou les sages-femmes de l'hôpital, et à la fin de la grossesse, elles sont réorientées vers les professionnels de la maternité. C'est une obligation, il faut qu'on puisse ouvrir un dossier en fait à la maternité. Sur la diapo suivante, en fait, le bénéfice de ce suivi conjoint, c'est vrai que l'obstétricien va principalement s'orienter vers le suivi des grossesses pathologiques. La sage-femme, elle va rester dans son champ de compétences, qui est la grossesse physiologique, qui est quand même la majorité des grossesses. Et c'est vrai que les sages-femmes, elles sont quand même très étayantes, très coucounantes pour les mamans, et ça, c'est un côté quand même très rassurant. L'avantage d'un suivi conjoint, c'est qu'en fait, il y a un double regard de professionnels de santé sur le dossier, et que donc du coup, on va pouvoir avoir une prise en charge qui va être complète. C'est que nous, on va regarder le dossier avec notre œil de sage-femme, le gynécologue va le regarder avec son œil de médecin, et ça va donner une prise en charge vraiment complète sur la grossesse. Ensuite, donc, nous, comme vous avez pu voir sur une partie de nos statistiques, c'est vrai qu'on est vraiment dans le respect de la physiologie. On utilise, au moment de l'accouchement, on utilise très peu de méthodes médicamenteuses. Par exemple, il y a une hormone qui est bien connue qui s'appelle l'ocytocine, qu'on utilise par exemple pour déclencher le travail ou accélérer le travail. Chez nous, on n'en utilise pas. Ça, c'est des choses qui traduisent quand même un respect de la physiologie. Et du coup, on a moins de complications obstétricales qui en découlent. On utilise, comme je vous disais, grâce à notre salle nature, la déambulation. Voilà. Les sages-femmes, elles sont formées à l'hypnose dans notre équipe. Donc, elles utilisent des techniques d'hypnose. On utilise des techniques non médicamenteuses. On utilise de l'homéopathie et on fait de la sophrologie également. Donc, ça, c'est très apprécié par les patientes. Pendant l'accouchement, on leur propose de se positionner comme elles le souhaitent. Elles accouchent comme elles le veulent. On leur laisse libre champ. En fait, nous, on est là pour les assister, parce que c'est pas les sages-femmes qui font l'accouchement, c'est la maman qui accouche. Nous, on est là pour les aider. On limite toutes les interventions médicales dans la mesure du possible, et pour vraiment respecter la physiologie. Au moment de l'accouchement, on propose du pot à pot.
Donc ça, c'est vraiment c'est le fait de mettre son bébé contre soi juste après l'accouchement. On le propose à la maman, on le propose au papa et on le propose surtout pendant tout le reste du séjour parce que c'est très important pour le développement du bébé. On a vraiment un soutien à l'allaitement maternel qui est en place dans la maternité. Donc on a une conseillère en lactation qui accompagne les parents en pré- et post-natal, mais aussi pendant le séjour. Et l'équipe est là aussi au quotidien pour accompagner l'allaitement. Et voilà, comme vous avez pu le voir sur les statistiques, on déclenche que sur indication médicale. Le projet de naissance, je vais en toucher un petit mot parce que c'est vrai que c'est pour nous important parce que c'est une base de travail. En fait, c'est la base qui va nous permettre de connaître nos patientes. C'est un document. Alors, au début, ça faisait un peu. On parlait du projet de naissance. Les patientes, elles ne savaient pas trop comment le formaliser. Il y en a qui le faisaient, il y en a qui ne le faisaient pas. Il y en a qui nous faisaient des choses magnifiques. Il y a des patientes qui nous font des choses magnifiques. Elles nous font un livre avec un album sur leur grossesse, sur ce qu'elles veulent faire. Et ça, c'est vraiment très, très beau quand nous, on reçoit ça. Ça nous permet de connaître nos patientes. Mais pour celles qui ne savent pas trop comment le formuler, on a mis à disposition un outil, en fait, un document qu'elles peuvent consulter où on explique déjà tout ce qu'on fait, sur comment on travaille, qui on est, nous l'équipe, et elles, qu'est-ce qu'elles veulent pour leur accouchement. Le projet de naissance, c'est vraiment le point de départ d'un dialogue entre la patiente, enfin le couple, et la sage-femme qui va les prendre en charge à l'accouchement pour savoir ce qu'elles veulent. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment, on les encourage à le faire pour pouvoir mieux les connaître. Ce projet naissance, il n'est pas figé. Si au début, elle ne veut pas une péridurale et qu'au final, elle nous demande une péridurale, on va lui mettre une péridurale, même si elle avait... Voilà, on n'est pas non plus... c'est pas figé dans le marbre. Mais voilà, ça, c'est aussi très important comme outil à la maternité. 2 minutes. Donc bon, les projets de naissance, j'en ai parlé. L'idée, là, je vais vous parler plutôt sur la fin, sur cette diapo. Le papa, la présence du papa est pour nous importante. Ce bébé, il est là, enfin, il s'est fait à 2. Ravi qu'on parle de lui quand même. Oui. Donc, comme vous disiez, Magali, il peut dormir à la maternité. Il est encouragé, il est vivement encouragé à participer aux soins du nouveau-né. Pour aider la maman la nuit, parce qu'en fait, c'est un travail d'équipe. Et il faut que les papas puissent s'impliquer auprès des mamans, parce que sinon, en fait, ça les soulage, ça les repose, en fait, que le papa puisse prendre le relais. Et nous, c'est le message qu'on fait passer vraiment à la maternité. Vous restez dormir, mais par contre, il faut aider votre femme, il faut aider votre conjointe pour la soulager. Et puis aussi pour que le papa, il apprenne à connaître son enfant, parce que un papa qui ne va pas dormir à la maternité, qui va se retrouver après avec son bébé à la maison sans avoir passé une nuit avec un nouveau-né, ça peut être un petit peu déstabilisant. Alors que s'il a passé une nuit avec nous, il va avoir pu poser ses questions, il va avoir pu constater qu'un bébé, ça ne dort pas forcément, c'est 8 heures. Ça se réveille et c'est vrai que cette déstabilisation, elle va se passer à la maternité et pas seule à la maison. Et donc du coup, c'est vrai qu'on encourage quand même les papas à rester et à aider leur maman, enfin aider leur conjointe à la maternité. On organise des sorties précoces, donc ça c'est vraiment sur indication des médicales, donc c'est après 48 heures de vie, donc c'est si les patientes le souhaitent, vraiment. C'est organisé en amont avec les sages-femmes libérales, c'est réévalué au moment du séjour et voilà, si le bébé et la maman remplissent tous les critères, on organise ça. Et puis voilà, on a un respect vraiment du rythme du couple, de la triade, parents, enfants sur la maternité. Voilà, et après, je voulais quand même rapidement aborder le thème coordination ville-hôpital parce que c'est pour nous hyper important pour la maternité. On pense trop souvent que la périnate, c'est la maternité, c'est pas ça, c'est pas que ça, c'est vraiment un réseau de professionnels de ville avec des sages-femmes libérales, des psychologues, les sages-femmes de PMI qui font un travail formidable chez nous. Elles sont là 2 fois par semaine, elles connaissent très bien nos patientes et elles accompagnent tout le long de la grossesse et en postpartum. Les professionnels libéraux, donc j'en ai parlé. On organise, nous, pour travailler en réseau, en fait, on organise des staffs pluridisciplinaires, donc avec toute l'équipe obstétricale, les professionnels de ville, pour pouvoir discuter de nos dossiers quand il y a des dossiers qui ont besoin d'être discutés. Et ça, c'est vraiment hyper important pour pouvoir vraiment sécuriser les prises en charge.
Le réseau périnatal de la Plaine de l'Ain, donc en fait c'est un réseau qui rassemble tous ces professionnels de la périnate, donc avec la PMI, les sages-femmes libérales. On se rassemble une fois par trimestre pour évoquer la périnatalité sur le territoire d'Ambérieu. On a des thèmes, des fils conducteurs, par exemple on a travaillé sur le deuil périnatal, on a travaillé sur les violences conjugales et là en ce moment on travaille sur la dépression du postpartum et comment on accompagne ça. C'est un travail qui est très riche et qui permet vraiment une orientation au plus juste des patientes. Ça nous permet de nous connaître, en fait, tout simplement, mettre un visage sur un nom. Et en fait, il y a un adressage qui est beaucoup plus pertinent après. Et donc, avec le réseau Aurore, donc j'en reparle à nouveau, c'est un travail qui est extrêmement riche également et qui nous permet de pouvoir, nous re-questionner en tant que maternité sur notre travail, sur nos indicateurs. Ils ont mis en place d'ailleurs un indicateur qualité qui s'appelle l'IPACT. Et du coup, nous, la maternité, ça fait 2 ans qu'on a l'IPACT d'or par rapport c'est l'indicateur qualité du réseau Aurore. Voilà. Très bien. Et bon. donc, voilà. Il vous reste 10 secondes. 10 secondes. En conclusion, la maternité, c'est vraiment, enfin, notre maternité d'Ambérieu, la maternité de l'hôpital privé d'Ambérieu, c'est vraiment une maternité de proximité. On met tout en œuvre vraiment pour proposer un étayage très fort de l'anténatal au postnatal pour les parents et les futurs parents. Et c'est vraiment grâce à un travail donc, de l'équipe médicale sur place, du parcours maternité et des professionnels de ville en fait, qu'on accompagne vraiment au plus près les familles sur le territoire de l'Ain. Voilà. Bien, merci beaucoup. On a entendu des choses, tout était intéressant, mais il a émergé des choses assez surprenantes. Et c'était assez interpellant. Merci à vous deux, c'était intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, peut-être une question. Si quelqu'un a une question, ça sera avec plaisir. Pas beaucoup plus d'une. Ah, parfait. Ah, mais on vous attend avec plaisir. Il faut faire un petit troisième. Il faut faire le troisième, vous verrez, ça passe tout seul. Le troisième. Oui. Je la refais ? Ok. Tout d'abord, merci parce que ça donne envie d'accoucher chez vous. J'ai accouché dans un hôpital public et un hôpital privé. Et à chaque fois, ce qui m'a manqué, c'est des ateliers post-natal sur les gestes qui sauvent les bébés. Et aussi peut-être sur approfondir le post-natal chez la maman, parce que mon premier accouchement, j'étais assez étonnée de ce qui s'est passé après. Et pourtant, j'étais accompagnée par une sage-femme tout au long de ma grossesse. Alors, ça tombe bien que vous en parliez des gestes d'urgence parce que donc, la semaine prochaine, le 20 octobre, on propose à la maternité d'Ambérieu, on propose c'est la semaine mondiale de l'allaitement maternel et en fait on aura plein d'ateliers organisés sur le thème de la périnatalité et il y en a un qui va être l'initiation aux gestes d'urgence chez l'enfant. Donc c'est sur inscription via l'application Maternity. Les créneaux sont ouverts, vous pouvez vous inscrire. Et en plus de ça, en fait, on vient d'organiser un partenariat avec les pompiers d'Ambérieu. Donc la caserne d'Ambérieu, elle est de l'autre côté de la rue. Et en fait, donc eux vont venir nous animer ces ateliers-là, donc chez l'enfant. Et nous, nos sages-femmes, vont aller les former aux accouchements extra-hospitaliers. Donc en fait, c'est vraiment un travail finalement de ville et de réseau et ça va être très très enrichissant et voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez vous inscrire pour la semaine prochaine, il y a plusieurs créneaux d'ouverts. Très bien, merci. Et sur l'accompagnement en postpartum, c'est vrai que c'est vraiment le postpartum, il dure pas que ça ne s'arrête pas au bout d'un mois de vie de l'enfant. Là, quand on parle de période néonatale, ça s'arrête au mois de vie, premier mois de vie de l'enfant. Mais en fait, un postpartum, ça dure presque 1 an. Le temps de se remettre, de se réapproprier son corps, de redécouvrir ce corps qui a changé après un accouchement. Ça peut être très perturbant pour les mamans. Il y a la rééducation du périnée qui permet aussi d'aborder ces sujets-là avec sa sage-femme. Mais il y a tout le chamboulement psychologique et c'est vrai que c'est pas évident et c'est vrai que l'entretien postnatal précoce, ça doit être un point de départ pour pouvoir vous accompagner en fait et vous réorienter avec vos besoins au moment présent. Ok, merci. Bien. Merci beaucoup. Le temps nous rattrape, donc malheureusement, on ne pourra pas aller au-delà, mais merci infiniment à vous deux.
C'était passionnant. Merci beaucoup.